Welcome back, des étoiles plein les yeux, un peu d'astronomie. On est toujours dans le système solaire, astrophysicien, astrophysicienne. C'est parti. Voilà donc, nous étions en train de parler du système solaire. Nous nous étions arrêtés sur cette image sur laquelle nous voyons les dieux romains, hérités bien sûr du monde grec. Et nous disions justement que toutes ces planètes jusqu'ici, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, portaient les noms romains des dieux hérités par le monde des Grecs. Pourquoi? Parce que les Grecs déjà avaient vu toutes ces planètes, on les voit en effet à l'œil nu, nul besoin d'un télescope ou d'une quelconque lunette ou jumelle pour pouvoir voir ces planètes-ci. Ce n'est pas le cas des planètes suivantes. Vous savez qu'il y a encore Uranus et Neptune, dont on n'a pas parlé, 7e et 8e planète de notre système solaire. Comment donc les a-t-on découvertes? Uranus a été découverte par William Herschel en 1781. William Herschel voulait, lui, découvrir différents astres et il était à la recherche de, en particulier, comètes, dont on n'a nullement encore parlé, qui sont aussi des petits corps de notre système solaire. Il a alors découvert une nouvelle comète, et cette nouvelle comète, il était tout à fait surpris de la voir avancer si lentement. Il ne comprenait pas pourquoi elle avançait si lentement sur le fond du ciel des étoiles. Rappelez-vous, les astres de notre système solaire étant tellement plus proches que les étoiles tellement lointaines, ils paraissent, ces astres de notre système solaire, se mouvoir, bouger sur le fond des étoiles. D'où le terme de planète, astre errant. Eh bien, il avait découvert, sans le savoir tout de suite, une nouvelle planète qui n'était autre qu'Uranus. Aujourd'hui, Uranus, on la connaît bien, une planète géante gazeuse, elle aussi. Nous avons des planètes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, et des planètes qu'on appellera telluriques, pour dire rocheuses, que sont Mercure, Vénus, Terre et Mars. Uranus, qui porte le nom du dieu grec Ouranos, le ciel, papa de Saturne, papa de Zeus. Voilà donc Uranus. Et qu'en est-il donc de la dernière planète, 8e planète du système solaire, Neptune? Comment donc l'a-t-on découverte? Cette planète, Neptune, a été découverte d'une manière tout à fait spectaculaire, qui rend hommage et aux mathématiques et aux lois de la physique, en particulier la loi de la gravitation universelle, comprise et énoncée par Isaac Newton, peut-être un des plus grands physiciens de tous les temps. On le voit ici, toujours avec son prisme, son télescope de Newton. On en a beaucoup parlé de Galilée avec sa lunette faite de lentilles. Isaac Newton, lui, est allé encore plus loin avec des miroirs pour faire des télescopes encore plus lumineux qui peuvent voir des astres encore moins brillants dans le ciel. Je parlerai une fois de la conception d'un télescope prochainement. Donc Isaac Newton, un des plus grands physiciens de tous les temps, peut-être avec Albert Einstein, James Clerk Maxwell, Eugenio Alba, a édicté cette loi qui porte son nom, la loi de la gravitation universelle de Newton. À la découverte de Uranus en 1781 par William Herschel, on a essayé de calculer la trajectoire de Uranus en tenant compte de cette loi de la gravitation qui avait déjà fait ses preuves. Elle avait déjà très largement fait ses preuves, elle nous a permis de comprendre le retour de la comète de Halley, les marées, etc. Mais le mouvement de Uranus n'était pas parfaitement en accord avec la loi de la gravitation universelle de Newton. Ça ne fonctionnait pas. Alors quand je dis ça ne fonctionnait pas, ce n'était pas tout faux. Mais néanmoins, il y avait un léger décalage qui montrait que ça ne convenait pas. Or, je vous le rappelle, la physique, en particulier via ses lois et ses modèles, doit rendre compte des observations de la nature. La nature est souveraine, c'est elle qui édicte les lois et ce n'est pas nous, physiciens, qui choisissons d'une loi qui ne serait pas en accord avec les observations. Donc il y avait là un problème. Ce problème, il va être réglé, il va être compris par ici à notre droite, M. Urbain Le Verrier, directeur un temps de l'Observatoire de Paris. Il va faire l'hypothèse suivante, il va dire « mais
Uranus répond parfaitement à la loi de la gravitation universelle de Newton, à condition qu'il y ait une autre planète au-delà d'Uranus qui influencerait elle aussi, comme le Soleil, la trajectoire de Uranus. Ainsi donc, Leverrier va faire toute une série de calculs extrêmement complexes, des centaines, des milliers de pages de calculs, pour pouvoir prédire l'éventuelle présence d'une autre planète à un autre endroit qui influencerait le mouvement, par sa force de la gravitation, le mouvement de Uranus. Et il va convaincre Gallet, Johann Gallet, un observateur de l'observatoire de Berlin, d'essayer d'aller voir à l'endroit qu'il a calculé pour voir s'il n'y a pas là une autre planète. Et donc, après tous ces calculs, il a réussi à prédire par calcul la position d'une nouvelle planète, ici encadré à droite la position que Urbain Le Verrier a calculée pour cette nouvelle planète qui sera, vous l'avez compris, Neptune. Et Johann Gallet va aller observer dans ce coin du ciel s'il ne trouve pas cette planète, et il la trouvera juste à côté, dans ce cercle. Et ce sera la découverte de notre 8e planète, Neptune. Neptune, une énorme planète gazeuse, plus petite bien sûr que Jupiter, qui reste la plus grande, mais néanmoins une grande planète gazeuse, et ce sera notre 8e planète du système solaire. Bien, voilà, donc il est bien impossible de parler des planètes du système solaire sans vous raconter les péripéties de Pluton, qui donc était une planète pendant un peu moins de 100 ans, avant de ne devenir une planète naine. Donc cette histoire commence ici, à l'observatoire Lowell aux États-Unis, qui porte le nom donc d'un grand observateur et grand astrophysicien américain, Percival Lowell. Cette découverte de Pluton en 1930 est due à un observateur qui s'appelait Clyde Tombaugh, peut-être un nom très monitoire pour Pluton. Clyde Tombaugh qui s'était mis dans la tête de repérer cette planète sur demande donc de Percival Lowell. Et comment repérer une planète? Eh bien, si même encore aujourd'hui nous cherchions un astre dans le système solaire, et sachez qu'en astronomie, il y a encore beaucoup de découvertes à faire, et même les amateurs font de très belles découvertes. Je pense en particulier à M. Michel Horry, collègue enseignant et passionné d'astrophysique de Delémont, qui a découvert, lui, des comètes et des petits astres, dont plein de petites météorites. Michel, si tu nous écoutes, salut. Donc, disais-je, pour repérer ces petits astres, il suffit, si vous avez bien compris les choses, de regarder le ciel et de voir si par hasard, sur le fond du ciel des étoiles infiniment lointaines, il n'y aurait pas un astre qui est en mouvement devant ce fond fixe d'étoiles. C'est ce qu'a entrepris Clyde Tombaugh, qui a donc fait des milliers de photographies à quelques jours d'intervalle de plein de petits quartiers de ciel, donc vraiment des toutes petites portions de ciel, et ensuite il essayait de comparer à une époque où l'informatique était nullement disponible pour faire ce genre de travaux qui aujourd'hui seraient faits par quelques petits logiciels bien pensés. Il comparait ces clichés. Ici nous avons deux clichés d'une portion du ciel, clichés sur lesquels nous voyons plein d'étoiles, mais également un astre errant, un planétos au sens des Grecs, une petite planète, et c'est bien de Pluton dont je veux parler. Ici on a une photo du 23 janvier 1930 et une seconde du 29 janvier 1930, et si vous cherchez bien, peut-être que vous aurez aperçu un petit point qui a bougé. Je vous donne encore quelques secondes pour peut-être repérer ce point qui s'est déplacé et qui trahit donc la présence, l'existence d'un astre errant, d'une planète.
Voilà ici, au bout de la flèche sur chacune de ces images, nous voyons Pluton. Cette nouvelle planète, découverte en 1930 par Clyde Tombaugh à l'observatoire Lowell aux États-Unis, et effectivement, on peut constater que ce petit point est errant, c'est bien une planète, la planète Pluton. Pourquoi donc Pluton aujourd'hui n'est plus une planète? Il se trouve que Pluton a été découvert en 1930. Depuis, plein d'autres petits corps ont été découverts. Par exemple, Sedna en 2003 et d'autres petits corps de la taille de Pluton qui avaient des orbites similaires à Pluton, qui avaient des caractéristiques similaires à Pluton. Et donc on s'est dit, mais tiens, si Pluton est une planète, Sedna est la 10e planète. Et ainsi de suite, on se serait retrouvé aujourd'hui avec un système solaire qui aurait contenu une trentaine, une cinquantaine de corps. Et ça, on voulait l'exclure. Donc lors d'une assemblée de l'Union astronomique internationale en 2005, il a été discuté de cette situation. Et ce qui a été retenu, il faut bien admettre que c'était lors d'un vote où de loin tout le monde n'était plus là car c'était le vendredi après-midi. De loin tout le monde n'avait pas voté, donc aujourd'hui serait-ce encore recevable d'un point de vue purement politique, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'Union astronomique internationale a décidé que pour pouvoir être une planète, il fallait que l'orbite soit quasiment circulaire, ce qui n'est clairement pas le cas de Pluton, qui parfois s'approche même plus proche du Soleil que Neptune, la 8e planète. 2, il fallait que l'orbite de la planète soit très proche du plan de l'écliptique, ce qui n'est clairement pas le cas de Pluton. Et surtout aussi, il fallait que la planète soit suffisamment massive, suffisamment lourde pour avoir réussi à faire le ménage gravitationnel autour d'elle. Or, si on compare la Lune à la Terre, on voit bien qu'elle est bien plus petite, 4 fois plus petite, et c'est bien la Terre qui régit les mouvements ici de par sa masse. Ce n'est pas le cas pour Pluton qui a un satellite ou un corps jumeau, Quaoar, qui lui orbite autour. Donc pour toutes ces raisons, pour ce choix qui a été fait de la définition d'une planète, Pluton a été relégué dans une classe de corps du système solaire qu'on va appeler les planètes naines, et ce depuis 2005. Les planètes naines, on en connaît toute une série, Pluton bien sûr du coup, mais Varuna, Quaoar, Sedna, etc. Il y en a vraiment toute une série, et ces corps-là, s'il n'y avait pas eu cette nouvelle définition en 2005 de planète, auraient pu potentiellement se retrouver dans la catégorie de planète, ce qui était l'argument premier pour changer la définition de planète. Quoi qu'il en soit, donc, Pluton, seule planète découverte par les Américains, s'est vu être relégué dans la catégorie des planètes naines. Aujourd'hui, donc, Pluton, on la connaît bien. Il y a une sonde américaine, New Horizons, qui est partie déjà en 2004, 3, 2, je ne sais exactement, qui a voyagé une bonne dizaine d'années pour enfin arriver vers Pluton. Et le 14 juillet 2015, New Horizons a réussi à survoler le couple Pluton-Charon et a renvoyé les plus belles images que nous avons aujourd'hui de Pluton. Il faut bien se rendre compte qu'ici on a l'évolution de la vision de Pluton. À gauche, en 1996, c'était la meilleure image disponible pour Pluton. 2005, un petit peu mieux, on commençait à percevoir les deux astres, Pluton et, j'ai dit Quaoar, mais non, c'est faux, c'est Charon. C'est Pluton et Charon. Et à droite, à l'arrivée de New Horizons vers Pluton, cette très belle image de Pluton. Les Américains n'ont pas manqué d'appuyer un petit peu sur leur conviction à eux, à savoir voilà, un portrait complet de la famille des planètes du système solaire. Ils ne manquent pas d'y rajouter Pluton. Alors je dis les Américains de manière générale, mais une large majorité des Américains souhaiteraient revoir cette Pluton dans la famille des planètes. Et si on leur pose la question, ici on est toujours à l'observatoire Lowell, si on devait voter sur ce qu'est Pluton, comment doit-on l'appeler, on voit qu'effectivement une majorité souhaiterait que ce soit une planète. On parle là des visiteurs de l'observatoire Lowell, des Américains essentiellement, mais aussi des touristes à travers le monde. Messieurs, voilà. Gardez des étoiles plein les yeux, gardez le sourire. A domani.